Novembre 1942. Une armada de 850 navires alliés effectue le premier débarquement de la Seconde Guerre mondiale. C'est en Afrique du Nord que les Allemands affronteront l'armée américaine et où ils connaîtront leur première défaite. Heinz Aberger faisait partie de l'Afrika Korps commandé par Rommel. C'est ici, sur le sol africain, qu'il allait affronter les forces alliées. « 1942. Alors que la machine de guerre allemande progresse sans rencontrer d'obstacles, les Alliés décident d'une confrontation sur les territoires français d'Afrique du Nord, là où le maréchal Erwin Rommel règne en maître. Conformément à l'armistice conclu avec les Allemands, l'armée française, sous l'autorité du gouvernement de Vichy, doit repousser toute invasion en Afrique du Nord, au risque de représailles dans le cas contraire. L'objectif des Alliés consiste à mettre fin à l'occupation des forces de l'Axe dans l'Empire français et d'établir des bases alliées, pour mener des opérations contre l'Italie et l'Allemagne à partir du sud. Ce plan, surnommé Opération Torche, constitue le premier débarquement majeur de la Seconde Guerre mondiale. À Londres, c'est le général Dwight Eisenhower qui supervise la difficile coordination entre les forces aériennes, navales et terrestres. Le débarquement est prévu pour le 8 novembre. Eisenhower décide de limiter les débarquements aux villes de Casablanca, d'Oran et d'Alger. L'insuffisance du nombre de navires de débarquement et de porte-avions empêche l'exécution d'une opération de plus grande ampleur. La plupart des soldats américains faisant partie de l'opération Torche s'entraînaient depuis 1940. Beaucoup d'exercices à grande échelle avaient été effectués sur les côtes pacifiques et atlantiques américaines. Mais là, tout était improvisé car personne n'avait participé à un véritable débarquement. Et puis surtout, pour cette opération d'une grande envergure, de nombreuses troupes ne venaient pas seulement des bases européennes, mais aussi directement des États-Unis. Le succès d'Hitler en Afrique du Nord était principalement dû à la division blindée les Panzerkorps, créée 2 ans auparavant. À cette époque, Heinz Aberger était sous-officier dans cette division. En septembre 1940, les Italiens ont franchi la frontière égyptienne et parcouru 80 km à l'ouest du pays. En décembre, les Britanniques, commandés par le général Wavell, emploient une stratégie défensive. Leur défense est si efficace qu'en un temps relativement court, ils parvinrent à faire une percée et menacer Tripoli. Afin d'empêcher une défaite imminente de l'Axe, Hitler a créé l'Afrika Korps. C'est plus tard que nous sommes devenus un groupe d'élite. Au départ, nous n'étions que des soldats qui se portaient volontaires. Nous sommes partis en direction de Naples et de Brindisi, et de là, nous avons embarqué en direction de Tripoli. Nous qui nous attendions à voir la savane et les palmiers, quelle déception de découvrir un paysage désertique et sablonneux. Les palmiers étaient aussi rares que l'eau, et lorsqu'on en trouvait, c'était de l'eau salée. Nous n'avons même pas eu le temps de nous plaindre, car Rommel, qui avait été chargé de commander l'Afrika Korps, ordonna de marcher immédiatement en direction de l'Est pour empêcher toute avancée des forces britanniques. Après plusieurs attaques surprises menées par Rommel, le général anglais Wavell a déclaré « Il est aussi rusé qu'un renard et nous devons faire attention à lui ». C'est depuis ce jour que Rommel a hérité de son surnom « Renard du désert ». Après avoir contrôlé l'Afrique du Nord pendant 2 ans, les puissantes divisions Panzer de Rommel commencent à subir des pertes importantes. Fin octobre, une armada de 350 navires de guerre et 500 navires de transport quitte secrètement différents ports américains et britanniques pour se rendre à des centaines de kilomètres au large des côtes d'Afrique du Nord. Les soldats étaient en mer lorsqu'on les a prévenus qu'ils partaient en direction des territoires français d'Afrique du Nord et qu'ils étaient attendus comme les libérateurs des Français et non pas comme des adversaires. À bord, des consignes étaient données afin de se comporter courtoisement avec les populations locales. Il était même conseillé
de les considérer comme s'ils faisaient partie de la noblesse. L'objectif de ces recommandations était de créer de bonnes relations et d'empêcher toute hostilité. Pendant le voyage, les troupes apprennent une importante nouvelle. La 8e armée britannique, dirigée par le général Montgomery, est parvenue à percer les lignes allemandes à El Alamein. C'est une énorme victoire pour les Alliés et un désastre pour l'Afrika Korps de Rommel. Le 8 novembre 1942, la flotte américaine se trouve au large de la côte africaine. Mais la préoccupation majeure des Alliés est de savoir comment l'armée de Vichy va leur résister. Au Maroc, les Américains rencontrèrent l'opposition la plus difficile qu'ils aient eu à affronter. La marine française possédait le navire de guerre le Jean Bart et les Américains se battaient avec le Massachusetts. Les bombardiers de la marine américaine ont dû être mis à contribution pour faire face aux attaques des forces de la marine française. Sur le sol marocain, les troupes françaises offrirent aux Américains une forte résistance pendant plusieurs jours avant qu'un armistice puisse être décrété. Les troupes américaines qui ont participé à l'opération Torche étaient inexpérimentées. Elles n'avaient encore jamais vécu de tels affrontements. Même si l'armée française qui s'opposait à eux était relativement mal équipée et peu préparée pour une guerre moderne, sur de nombreux fronts, les Français ont opposé une forte résistance. Malgré tout, l'opération Torche parvient à mettre les Français en échec. Alger se rend le premier jour, mais 2 contre-torpilleurs britanniques sont coulés dans le port. À Oran, le combat est plus âpre. La première division blindée américaine est décimée par la marine française qui parvient à couler 2 destroyers. À Casablanca, la bataille dure 3 jours et la ville se rend le 11 novembre. Plusieurs navires français sont perdus et 1000 Français trouvent la mort. L'amiral Darlan, commandant des forces du gouvernement de Vichy, ordonne personnellement le cessez-le-feu en Afrique du Nord. Le 13 novembre, un traité est signé avec les Français. Le territoire nord-africain est désormais sous l'autorité des Alliés. Malgré l'accueil chaleureux que la population française réserve aux troupes américaines, les soldats demeurent sceptiques. Les Français ne voyaient pas le débarquement américain en Afrique du Nord comme une libération. En revanche, lorsque les Allemands pénètrent en Tunisie, peu de temps après le débarquement allié, les forces militaires françaises, au lieu de résister, se sont retirées des bases aériennes les plus stratégiques. Rommel rassemble ses forces pour une contre-attaque décisive, déployant plus de 1000 hommes par jour. Les ports tunisiens de Bizerte et Tunis forment une ligne de défense pour les Allemands. Cela n'empêche pas les avions alliés de bombarder les troupes fraîchement arrivées. Arrive le moment de la véritable bataille. Les troupes américaines affrontent les divisions Panzer, dirigées par des soldats déjà bien aguerris.
C'est au passage de Kasserine que l'armée américaine découvre la guerre éclair, caractéristique de la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la bataille de Kasserine, une rapide contre-attaque allemande a mis en échec plusieurs unités américaines déjà largement touchées, telles la 1re division d'infanterie, la 1re division blindée, et d'autres encore qui ont littéralement été repoussés. C'était un passage clé entre la Tunisie et l'Algérie. En les repoussant, les Allemands avaient la possibilité de contre-attaquer en direction des plaines algériennes, mettant en péril les lignes de communication alliées. Les unités blindées américaines qui essaient d'établir leur supériorité se préparent à des batailles sanglantes. Le renard du désert est sur le point de connaître son premier revers. Face à l'invasion anglo-américaine, la réaction allemande est immédiate. En décembre, les Allemands repoussent la première armée britannique, stoppant son avancée sur Tunis. De puissantes forces américaines ainsi que de nouvelles troupes françaises alliées lui portent secours. Les hivers 42 et 43 ont été très durs en Algérie et en Tunisie. La pluie et la boue obligeaient les forces terrestres à faire des haltes. Les tempêtes emportaient les ponts et détruisaient les routes. Les terrains d'aviation étaient recouverts de boue, empêchant les avions d'opérer. Les chances d'une rapide victoire étaient compromises à cause de la météo. Une fois les troupes débarquées, elles se sont rendues sur le front en Tunisie par voie ferrée. De petits wagons de marchandises, vestiges de la Première Guerre, furent réquisitionnés. Les États-Unis utilisèrent tout ce qu'ils pouvaient pour conduire leurs troupes sur le front tunisien. La première division blindée pénètre dans le désert, un environnement auquel elle n'est pas habituée. Le 14 février, la division Panzer de Rommel, qui est à court de renforts face aux forces alliées fraîchement approvisionnées, est sous pression. Elle est contrainte de lancer une attaque. Pour la première fois, nous rencontrions des troupes américaines. Leurs soldats étaient non seulement inexpérimentés pour la guerre dans le désert, mais également pour la guerre tout court. Ils en souffraient énormément lors des premières semaines, alors que nous pouvions nous reposer sur notre expérience longue de 2 ans de combat dans le désert. Les armes étaient continuellement recouvertes de poussière et devaient être nettoyées systématiquement. Il faut ajouter à cela un manque d'eau, car les sources d'eau existantes étaient faibles et il était impossible de la dessaler et la rendre potable. Les Alliés sont pris par surprise et doivent affronter de nombreuses embuscades destinées à les retarder. Colline par colline, vallée par vallée, ils sont repoussés. En Tunisie, les États-Unis découvrent la guerre moderne. Les Allemands y sont habitués depuis 1941 face aux Britanniques et connaissent de nombreux succès. Malgré leur échec à Kasserine face aux Allemands, dû à leur inexpérience, les troupes de l'oncle Sam apprennent vite. Les Allemands parviennent à repousser les Américains, mais commencent à manquer de carburant et de nourriture. Les demandes d'aide de Rommel adressées à Hitler restent sans réponse. Pour la première fois, le char lourd allemand, appelé Tiger, intervient dans l'ouest de la Tunisie. Il est bien plus gros et puissant que les chars Sherman, conçus et construits aux États-Unis et qui équipent les Britanniques et les Américains. Le Tiger est équipé d'un canon de 88 mm et de blindage le rendant difficile à détruire.
Rommel continue à maintenir la pression, menaçant de faire une percée au sein des forces alliées. Afin d'empêcher cette percée à un point stratégique comme le passage de Kasserine, 2 divisions américaines quittent précipitamment Oran en direction de l'Est. Les milliers de camions qui transportent les renforts sont d'une importance cruciale dans la bataille. Le temps est clair et les 104 avions américains bombardent lourdement les lignes allemandes. À la fin du mois de février, Rommel bat en retraite jusqu'à la ligne Mareth, une défense construite par les Français avant la guerre. Rommel se retrouve alors à la position qu'il occupait au début de la bataille. Le plus gros problème auquel nous devions faire face était le manque d'eau. Nous n'avions droit qu'à 1 litre par jour. On en utilisait la moitié pour la cuisine et il ne nous restait alors qu'un demi-litre pour nous désaltérer. Alors que les forces de l'opération Torche quittent précipitamment le nord-ouest, le général Montgomery et sa 8e armée percent la ligne Mareth par le flanc sud. Les Britanniques avaient heureusement des décodeurs de signaux très sophistiqués qui leur permettaient de connaître les positions allemandes. Les Britanniques avaient également pu constituer des réserves qui étaient restées en retrait durant la bataille d'El Alamein et capables de traverser le désert jusqu'à la ligne Mareth. Même gardée par de nombreux soldats allemands postés en Tunisie, cette ligne n'a pas empêché l'avancée des Alliés. Le 26 mars, la résistance protégeant la ligne Mareth est anéantie et les Allemands commencent à battre en retraite. Le 7 avril, les Américains rencontrent la 8e armée britannique. L'étau se resserre sur Rommel. Les derniers assauts des Alliés leur permettent de prendre l'avantage. C'est en Tunisie que se déroulent les derniers combats. Les objectifs étaient d'atteindre les 2 ports clés de Bizerte et Tunis, d'où les Allemands recevaient les renforts et qui tentaient désormais de les évacuer. L'armée allemande se retrouve sur la défensive et oppose toujours une formidable résistance. Les forces de l'Axe, se voyant incapables de repousser les Alliés vers les frontières de la Tunisie, établissent des zones de défense le long des collines, organisent des contre-attaques locales.
Même moins bien armés que les Alliés, l'utilisation de mortiers et de l'artillerie légère pour immobiliser les assauts d'infanterie rend la plupart des attaques britanniques et alliées très coûteuses en hommes. La réputation d'homme fort qu'avait Rommel contribuait au succès allemand. George Patton, qui prend le commandement du 2e corps et qui constitue la principale force de frappe américaine, déclare « Je ne vais pas me laisser intimider par Rommel ». Il était alors évident que les Américains ne développaient aucun complexe d'infériorité face à la réputation de Rommel. Désormais, les Allemands n'ont plus d'autre alternative que de déposer les armes. Au printemps 1943, nous étions très déçus et très furieux envers Hitler, qui ne nous avait envoyé aucun renfort. Il n'envoyait que des ordres à Rommel du genre « Vous pouvez conduire vos troupes soit vers la victoire, soit vers la défaite. La victoire n'étant plus envisageable, il ne nous restait plus que la défaite. » Le 7 mai, Tunis et Bizerte tombent aux mains des Alliés. La défaite allemande est alors complète. Le 12 mai, tout est fini. 250 000 soldats allemands et italiens sont faits prisonniers. Le 20 mai 1943, une grande parade victorieuse se déroule à Tunis. Heinz Aberger n'est pas présent. Il a été blessé peu avant la reddition et rejoint l'Italie. L'opération Torche est terminée. C'est la première étape d'une longue campagne qui verra les forces alliées repousser les Allemands jusqu'à leurs frontières et desserrer ainsi l'étau nazi sur l'Europe.